ouais, dis-moi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olga Brochard. Olga Brochard, si vous ne la connaissez pas, eh bien j'ai le regret de vous dire que votre vie doit être bien triste. Mais c'est justement le moment de la rencontrer, vous êtes des petits chanceux. Alors en dehors du fait que c'est la Head of Growth de La Toile, de notre agence, et donc que c'est grâce à elle qu'on a des clients, Olga aime bien se fixer des challenges, et notamment le Vipassana. Oui, Vipassana. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'êtes sûrement pas le ou la seule, car moi-même, avant qu'Olga m'en parle, j'ignorais complètement de quoi ça parlait, ce que c'était comme pratique. Je pensais que c'était du yoga un peu tournicoté. Alors oui, ça en est, mais pas vraiment. Bref, du coup, je me tais, je laisse Olga nous raconter son aventure géniale. Olga, bonjour. Salut Pénélope. Comment vas-tu? Très bien. Alors, je te vois tous les jours. Ouais. Là, je te vois à nouveau encore dans un autre contexte. Complètement. Et avant que tu nous racontes ton expérience assez folle, assez extraordinaire qu'est le Vipassana, est-ce que tu pourrais te présenter? D'habitude, je présente les invités, mais là, tu vas évidemment le raconter mieux que moi parce que c'est qui tu es vraiment. J'aimerais bien que tu ailles au fond des choses de qui tu es, Olga, et pour que les gens comprennent aussi ton rythme de vie, qui tu es, pour comprendre derrière pourquoi tu as choisi de faire Vipassana, ce que ça t'a procuré, etc. Super, trop bien. Donc, Olga Brochard, qui je suis je vais commencer par dire que je suis née en Russie, à Saint-Pétersbourg, il y a 36 ans. Et j'ai grandi là-bas. Et à 20 ans, j'ai déménagé à Paris. Pourquoi? Par l'amour. Oh, l'amour. Paris. L'amour d'un Français. Exactement. D'accord. Rencontré en Grèce. Oh, exotique. Inattendu. Et je suis maman de 2 enfants, épouse d'un mari. J'étais pendant 10 ans de ma vie une entrepreneur. Attends, pardon, quand t'es arrivée en France, tu parlais français? Je parlais pas du tout français. On parlait anglais avec mon futur mari. Je parlais l'anglais, je parlais l'allemand et le russe, bien évidemment. Et du coup, j'ai appris le français déjà en France, à la Sorbonne. Il y a des cours de la civilisation française à la Sorbonne. C'est the place to be pour tous les étrangers. D'accord. Et du coup, je suis arrivée en France. J'avais déjà un master, mais j'ai vite compris que pour trouver un travail ici, il faut refaire des études. Un master en quoi? J'ai un master en économie, en finance. Pourquoi? Parce que en Russie, on choisit notre voie quand on a 16 ans. Et à 16 ans, 16-17 ans, et en fait, donc pour les 5 ans qui suivent, et en fait pour toute ta vie. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et mon père et ma mère, ils ont fait de l'économie, des finances. Mon frère aussi. Et du coup, je me suis dit, la meilleure université de Saint-Pétersbourg et l'économie. Et ça t'a plu? Ça m'a pas du tout plu. D'accord. Pour moi, les études, c'était vraiment très pénible parce que ça m'intéressait pas du tout. Mais en fait, il fallait le faire. Et en fait, j'ai découvert bien après que je suis quelqu'un de créative. Et en fait, dans mes études, il n'y avait rien de créative. Et je devais apprendre des choses par cœur. Et la manière d'enseigner, c'était très ennuyeux. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait, c'était vraiment très pénible. Est-ce que tu crois que c'est la même manière d'enseigner en Russie qu'en France? Je pense pas, parce qu'après, je pense que ça dépend aussi de l'université. Mais après, en France, j'ai fait un master 1 année à HEC. Et ça, j'ai adoré. C'était un master en marketing. Donc déjà, c'était beaucoup plus créatif. Mais aussi la manière d'enseigner. Est-ce que c'est à HEC ou est-ce que c'est partout comme ça? Mais c'était vraiment des trucs pratiques. On avait des gens qui travaillent dans des entreprises qui venaient nous parler, qui racontaient comment ça se passe. On faisait des case studies. En fait, c'était vraiment la vraie vie. C'était pas juste la théorie. J'aime pas trop la théorie, même si j'aime bien me former et lire, mais j'aime bien faire test and learn. Ce que tu fais d'ailleurs à La Toile, tu testes and learn tout le temps. Exactement. D'accord, et donc t'es arrivé, t'as refait un master J'ai refait un master et tout de suite après mon master, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 6 mois et à un moment, mon mari m'appelle et dit « Est-ce que tu veux partir vivre à l'étranger ?» Moi, je me suis imaginée à Barcelone. J'ai dit « Oui, bien sûr. » Je rentre, il dit « Ça sera la Nouvelle-Calédonie ou le Vietnam. » Loin. Et la Nouvelle-Calédonie, j'avoue que je ne savais même pas où c'est. Et je googlise et je vois où est la Nouvelle-Calédonie. Et bon, je savais où était le Vietnam. Et en fait, la Nouvelle-Calédonie, ce qui était pas mal, que
je parlais déjà la langue. En fait, j'ai quand même passé du coup 3 ans à apprendre la langue, donc je parlais déjà le français. Et quand je m'imaginais au Vietnam, je me dis en fait, je ne veux pas pouvoir apprendre une nouvelle langue et s'intégrer dans la société parce que pour moi, c'est super important. Je ne peux pas vivre juste avec les expats sans vraiment toucher à la culture. Et donc, on s'est dit, c'est la Nouvelle-Calédonie. Ok. Et donc, en 2014, on est parti à Pour Nouméa. combien de temps? Pour 3 ans et demi. Et donc, je suis arrivée là-bas. Sans rien? Sans boulot? Sans boulot, donc juste avec mon mari. C'est là-bas que j'ai créé ma boîte. Et c'est là-bas aussi que j'étais enceinte 2 fois. Donc, on est parti à 2 et on est revenu à 4. presque 4 parce que oui, j'étais toujours enceinte. Et en plus, avec un chien Ah, 5. et avec une boîte que j'ai montée. Une boîte de quoi? Formation, les langues étrangères. Donc, c'est ma passion, les langues étrangères. Donc, j'ai monté des zéros. Au début, il y avait rien. Et à la fin, on enseignait 16 langues. Il y avait 16 intervenants. Il y avait plein de clients. B2B, B2C, c'était génial. Et j'ai eu de la chance, j'ai pu vendre la boîte. Déjà quand j'étais en France, à une de mes freelances. Donc, voilà. Ça continue à vivre et ça me fait marrer qu'il y ait un bout de moi toujours en Océanie, en fait. Et t'es rentrée à Paris après 3 ans et demi de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et là, du coup, sans rien. Et là, sans rien, boulot. voilà, bon, donc sans boulot. Donc, j'ai vendu ma boîte. J'ai mis peut-être 1 an pour vendre la boîte. Et après, je me suis dit, je vais me relancer dans une aventure entrepreneuriale. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas... Attends, mais quand même, tu débarques en France, tu sais pas parler un mot et tu montes une boîte, toi. Alors que c'est plus facile, je pense, que quand tu connais pas le pays, la langue et tout, d'être salarié. T'as pas eu peur de tous ces challenges? Est-ce que j'ai eu peur? Apparemment, a priori, non. Je me suis même pas posé la question, en fait. En fait, je rêvais toujours à l'intérieur de moi de voir une entreprise à moi. Mais je pense que on m'a jamais... en fait, j'avais une idée d'un entrepreneur. C'est quelqu'un qui excelle dans ses études, qui est excellent partout, qui est très intelligent. Et en fait, je me disais, bon, c'est surtout pas moi. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui aime faire les études, etc. Et, Quel rapport? C'est bizarre. Je sais pas. Mais en fait, moi, je viens d'une famille de scientifiques, intello. Et en fait, moi, je suis différente. Je suis pas comme eux. Et en fait, du coup, j'étais pas comme, je voyais que je suis différente, en fait. Et donc, en plus, en fait, les études, ça m'intéressait pas vraiment parce que les études, c'était, en fait, il fallait rentrer dans des cases. Et moi, j'aime pas rentrer dans les cases et je sais pas rentrer dans les cases. Mais pour faire bien ces études, il faut rentrer dans les cases. Et du coup, j'étais bonne à l'école, hein, rien à dire, mais c'était toujours, en fait, pénible. D'accord. Donc, tu t'es dit, je peux pas être entrepreneur, mais pour autant, j'y vais. Exactement. En fait, aussi mon première expérience professionnelle en France, c'était dans une entreprise qui s'appelle Barbara Reel. C'était de la maroquinerie. Je crois que l'entreprise n'existe pas vraiment maintenant. Mais c'est la fondatrice de cette boîte-là qui m'a inspirée. En fait, je l'ai vue faire. Elle ne ressemblait pas aux entrepreneurs que moi, je m'imaginais. Mais elle se débrouillait avec une énorme énergie. Elle se débrouillait, elle allait partout, et ça avançait. Et en la voyant faire, en fait, c'était une petite entreprise, donc moi, je m'occupais du côté commercial. Et en fait, ça m'a permis de voir tout le business, comment ça fonctionne, parce qu'on était, je crois, 10 dans les bureaux. Et en fait, je me suis dit, en fait, moi, je peux arriver aussi. Et je pense que si mon mari m'a donné cette confiance-là, que moi aussi, j'ai tout pour arriver. Et c'est pour ça que quand je suis arrivée à Nouméa, en fait, c'était c'est now or never, en fait. C'est aussi le marché à Nouméa, le marché est assez spécial. C'est une île, c'est assez fermé, la mentalité est très différente. Il y a déjà pas mal de choses qui existent, mais entre guillemets, c'est assez facile d'émerger si tu fais les choses bien, différemment, etc. Et donc, c'est là, oui, que je me suis dit, écoute, je vais lancer un truc. Je vais voir. Et voilà, j'ai commencé avec 1 000 € à Nouméa. Et rentrer en France, à lancer autre chose. Et rentrer en France, je me suis dit, surtout, je ne veux pas faire la même chose parce qu'en fait, la solution la plus facile, c'est faire la même chose. Mais ça m'a paru trop facile et pas assez challengeant. Et donc, je me suis dit, bon, on va se lancer dans une chose qui n'a rien à voir. En fait, je voulais trouver une chose qui me faisait autant vibrer qu'une école de langue étrangère.
C'était assez compliqué, mais en fait, l'autre sujet qui faisait une partie de ma vie, c'est les relations avec la nourriture, les régimes, le corps, les relations au corps, etc. Et donc, j'ai passé ma vie à faire des régimes, à faire le yo-yo. Comme 80% des femmes, non? Exactement, comme presque tout le monde. Et je voyais que ça ne marche pas. Et en fait, je me suis dit, il faut lancer quelque chose qui marche. Et c'est comme ça que Club Mojo est né. Donc, Club Mojo, c'est des programmes d'accompagnement pour les femmes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire. Donc, l'hyperphagie, ça, c'est pas très connu, mais beaucoup de femmes et d'hommes en souffrent. C'est quand on mange en mode nourriture un temps très court. Et on ne vomit pas après. Donc, la boulimie, l'anorexie. Bon, l'anorexie, on ne traitait pas, mais surtout l'hyperphagie. Et donc, on a créé, j'ai trouvé une associée qui était diète et ingénieur. On a créé des programmes pour ces femmes-là. Et c'était un business complètement à 100% en ligne. Et moi, je m'occupais de la vente, le marketing et de la vente pour cette entreprise-là. D'accord. Et tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 5 ans. Et en fait, pile à la fin de ce cycle de 10 ans d'entrepreneuriat, je suis arrivée à un état où je ne voulais plus être entrepreneur. C'était trop stressant, ça pesait énormément. Et en fait, je pense que j'ai perdu cette énergie qu'il faut pour être entrepreneur. Et c'est aussi peut-être un cycle de la vie où les enfants ils sont plus ou moins grands, tout change. Et en fait, je me suis dit, en fait, je veux plus ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Et du coup, j'ai commencé à chercher le boulot. Et je commençais un peu regarder sur LinkedIn les annonces. Bon, je postulais, mais sans vraiment... Savoir dans quoi, comment? Je savais un peu, c'est de la marketing, de la vente, mais rien m'excitait. Je me disais, en fait, pour passer des entretiens pour ces postes-là, il fallait rentrer dans des cases où je ne rentre pas. Et là, je vois une annonce de La Toile. Donc, en fait, il faut savoir que je suivais Pénélope depuis 4 ans sur les réseaux, parce que grâce aussi encore à mon mari. Décidément. Il sera content. Hein, dédicace. Il y a 4 ans, j'ai écouté le podcast L'Arnaque de Pénélope. Et ce qui m'a parlé, c'est cette énorme audace. Tout est possible, il n'y a pas de limite, on peut tout faire. Et c'est génial. Et en fait, ça, c'est une partie de moi que je développe de plus en plus, mais en fait, si tu n'es pas entouré des gens comme ça, tu ne peux pas développer parce que en fait, tu passes par une folle, un fou. Oui. Et du coup, je me suis dit, alors, qui rassemble cette nana? Donc, je me rappelle que je te cherchais sur LinkedIn, sur Instagram. Je commençais à te suivre, mais de loin. Et après, j'ai entendu ton podcast avec Mathieu Stéphanie en août, du coup, 2023. Et comme ça, j'ai appris que tu as ton agence, etc. Donc, ça m'a encore remis une couche. Et j'ai commencé, j'imagine, à suivre La Toile sur LinkedIn. Et un jour, je vois La Toile cherche un Head of Growth. J'ouvre l'annonce, je lis, et en fait, c'est moi. Je me dis, mais c'est moi. Et en fait, là, je me dis, là, il n'y a pas beaucoup de cases à remplir, en fait. Il y a des ronds. Et je me rappelle, je fais un print screen. Je me dis, bon, je vais postuler. Et je n'ai pas postulé tout de suite. Et en fait, je partais avec ma copine à Bordeaux un jour après. Et on était dans le même train, mais pas dans le même wagon. Et donc, je me dis, bon, je vais 2h30 et je vais écrire un mail et mettre à jour mon CV. J'ai mis à jour mon CV, j'envoie à ma copine qui est dans l'autre wagon. Il dit, écoute, ajoute un peu de rose ici. Super, ce conseil. J'ai ajouté du rose. Je dis, bon. Et je me dis, bon, je vais écrire un mail. Voilà, j'ai rien... Je ne vais pas rentrer dans des cases. Je ne sais pas jouer. Voilà, je vais écrire un mail comme moi. Donc, j'ai trouvé le mail perso de Pénélope. T'as passé ton mail dans ChatGPT? Attends. Non, j'écris moi-même à même. Vérifié par ChatGPT pour les fautes. Mais je pense que le contenu, c'était moi. L'objet, c'était je suis la Head of Growth que vous cherchez. Je me dis déjà, si ça passe, bien sûr, ça passe. Bon signe, bah oui. Et j'ai mis donc mon mail en expliquant à quel point je suis super et géniale et pourquoi La Toile a besoin de moi. Et j'ai envoyé et Pénélope m'a répondu assez rapidement. Et alors voilà, et là moi je reçois l'email et je lis donc je suis la Head of Growth que vous cherchez.
Et là, le mail, t'as l'impression que la nana, elle sait tout faire. J'ai fait 1000 calls et j'ai eu 100% de conversion. Je sais faire passer tes articles au top. Ton site internet va être numéro 1. Les podcasts, je sais te les faire pousser. Enfin bref, la nana savait tout faire. Je me suis dit, bah, enfin, quand même, est-ce qu'on peut à ce point-là enjoliver la réalité ou pas? En tout cas, voyons-la, parce que ça se trouve, c'est un phénomène et ça se trouve, c'est un génie, ça se trouve, c'est une mytho. Et donc, j'ai donc rencontré Olga. Et Olga, fidèle à ce que vous entendez ou à ce que vous regardez, si vous regardez sur YouTube, très calme, très posée, qui te dit les choses avec aplomb, sans se justifier, sans gna et tout. Je dis, bah, elle a l'air de savoir de quoi elle parle, sans en faire 4 tonnes. Alors, c'était là, bon, ok. Et je sais pas, le courant est passé. J'ai dit, attends, ça se tente, go. Et puis, elle est arrivée. La première semaine, je me suis dit que ça allait pas marcher parce que pendant une semaine, elle partait très tôt du bureau et je ne la voyais jamais taper sur son ordinateur. Elle était derrière son ordinateur, mais elle ne tapait pas sur son ordinateur. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle ne tapait pas. Et au bout de 5 jours, on lui a dit avec Romain, le directeur général, est-ce que tu pourrais nous faire une mini strat, audit, machin, strat, bref, grosse. Et là, elle nous envoie un truc vendredi à 18h. Et là, moi, je regarde en me disant, mais ça va être... Mon Dieu, là, elle n'a rien travaillé cette semaine. Je l'ai vue, elle était en face de moi, elle ne tapait pas sur son ordinateur. Et là, on voit sa strat. Et là, je me dis, mais quand est-ce qu'elle a écrit ça? Parce qu'en plus, elle laissait son ordinateur au bureau. Elle ne le prenait pas pour travailler chez elle à la maison, quoi. Enfin, tu vois, tu prends un poste de head of gauche, machin, un peu solide et tout. Non, là, 17h, elle se barre, elle écrit rien toute la journée. Et là, je vois cette strat. Je me dis, mais je comprends pas, quand est-ce qu'elle a fait ça? Et donc, on a dit, bah, c'est super. Et puis après, elle a, en fait, peut-être que c'est un petit génie, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Et donc, hop, elle a continué. Et puis, au bout de un mois, elle me dit, écoute, Pénélope, j'ai quelque chose à te dire. Et là, j'ai le cœur qui bat parce que, ça y est, je commençais à m'attacher à cette head of growth qui était assez efficace. Sauf que là, elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut déjà se faire augmenter? Elle veut déjà se barrer? Elle veut déjà me faire des réflexions de je sais pas quoi? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Bah, en fait, moi aussi, j'avais très peur de te dire ça. Parce que, je pense, 2 jours avant de te dire ça, j'ai reçu la confirmation que je suis acceptée dans une retraite Vipassana en mois de mai. C'était fin avril, mois de mai. Donc oui, j'ai commencé en mars, en sachant que j'ai déposé ma demande, parce que Vipassana, c'est, entre guillemets, c'est gratuit. En fait, tu fais la donation, donc il y a beaucoup de monde, et donc tu postules, et après, c'est un tirage au sort. Donc en février, j'ai postulé. On sait combien de personnes déposent une demande versus combien sont pris? Il y a c'est beaucoup. Moi, j'ai vu quelque part, j'ai lu parce qu'on voulait calculer nos chances avec ma copine. C'est beaucoup. Il y a 60 femmes, 60 hommes dans la même session, en sachant qu'il y a des nouveaux étudiants et des anciens étudiants. Donc, il y a, je crois, 30 nouveaux, 30 anciens. Donc, en fait, il y a 30 places par sexe. Donc, et quand est-ce que tu avais déposé la demande? Février. Donc, en fait, les inscriptions ouvrent pendant une journée. Peut-être 2 jours, mais en fait, moi, je pense que si tu es premier arrivé, tu as plus de chances d'être tiré au sort, je pense. Parce avec ma copine, on a déposé les demandes donc un jour en février. Je me suis mise en rappel et le matin, je me réveille, je fais les demandes, j'écris à ma copine, fait les demandes, on a fait les demandes et j'ai oublié parce que je sais que, et c'était pas la première fois que je fasse les demandes et en fait, je n'ai déjà pas accepté et je sais que les gens peuvent attendre des années pour être acceptés. Donc, on a fait ça et on a oublié. Bon, jamais ça va nous arriver. La demande, c'est quoi? Tu remplis quand même un grand questionnaire sur toi, pourquoi tu veux faire Vipassana, etc., pour avoir une place dans les retraites. Donc, en février, on remplissait pour fin avril, début mai. D'accord. Et on a rempli ça. En plus, donc c'est assez sérieux, Vipassana. Donc, c'est quoi, tu dis? Vipassana. Oui, non, juste avant. C'est assez sérieux. C'est assez sérieux. Parce qu'il y a des choses pas sérieuses? Non, mais il y a des retraites genre où tu payes 5 000 € pour une semaine et une retraite en silence qui c'est pas très bien encadré. Là, c'est reconnu. C'est reconnu, c'est partout dans le monde. Donc, Vipassana en France, ça sera
presque la même Vipassana qu'en Angleterre, en Inde ou aux États-Unis ou en Russie d'ailleurs. Ça veut dire que c'est la même chose qui se passe pendant les sessions. C'est les mêmes choses qui se passent, c'est les mêmes emplois de temps, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes lois, entre guillemets. Et en plus, c'est même la même voix qu'on entend. Donc, il y a un enseignant de Vipassana, ça passe d'enseignant à l'enseignant. Donc, en fait, l'enseignant actuel, il est déjà décédé, mais en fait, c'est ses enregistrements. Oui. C'est les audios. Donc, en fait, tout le monde, partout, entend la même voix. Donc, Goenka en anglais, peut-être aussi en hindou, et traduit. Donc, moi, j'étais dans la session anglais-français. D'accord. Donc, c'était anglais doublé en français. Ok. Ce qui était d'ailleurs assez pénible parce que tu entends la même chose deux fois. C'est ça. Surtout quand elle te dit pas grand-chose, par exemple, comme commencer. Et tu dois commencer 1 heure de méditation. En fait, déjà, ça t'énerve. Mais pourquoi que commencer start again. Elle dit start again. Tu dis, oh mon Dieu. Attends, spoil pas. Donc, t'es prise. Je suis prise. Et donc, en fait, on a fait les demandes. Donc, dans les demandes, j'ai dit, d'ailleurs, il te demande est-ce que tu as un suivi psy. Je dis, bon, j'ai un suivi psy. Il te renvoie un deuxième questionnaire pour, en fait, détecter quand même les gens qui sont fragiles. Parce que, franchement, si vous êtes fragile, je ne recommanderais pas Vipassana. Donc, j'ai encore répondu à toutes les questions. Mais ça m'a en fait rassurée aussi parce que il y a une prise en charge. C'était où? C'était en Bourgogne, pas loin d'Auxerre. Et t'as appris celui-là parce qu'il y en a qu'un en France? En France, il y en a un. Ils vont ouvrir un deuxième, je crois, à Nice, dans le sud en tout cas. Et donc, on a postulé. Donc, j'ai rempli le deuxième questionnaire quelques jours après. Et après, pas de nouvelles. Après, j'ai reçu un mail que je suis dans la liste d'attente. Ok, d'accord. Et bon, ouais, j'oublie en fait. Et là, après, ma copine était acceptée avant moi. Je dis, bon, super. Et en fait, c'était comme un soulagement. Je dis, ouf, je ne vais pas y aller. Et en fait, quand j'imaginais comment elle va aller, je me disais, mais non, en fait, c'est la folie. On ne peut pas y aller 10 jours sans parler. Oui, alors, parce que c'est quoi? Tu n'as pas vraiment dit ce que c'était. Oui, donc Vipassana. En fait, Vipassana, c'est une ancienne technique de méditation qui était inventée par Bouddha. Ça vient d'Inde. Et Vipassana veut dire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et donc, Vipassana, les retraites, si on peut dire une retraite Vipassana, c'est 10 jours pendant lesquels tu es en résidence dans un lieu avec les autres personnes, donc femmes, hommes séparés. Tu ne peux pas parler. Tu médites pendant 10 à 11 heures par jour. Il y a un emploi de temps très strict. Tu te lèves à 4 heures du matin avec un gong. En fait, toute ta vie pendant Vipassana est réglée par un gong. Il y a des gongs partout. En fait, c'est des enregistrements de gongs. Il y en a partout. C'est pas un vrai boom. Non. Mais c'est le son du boom et tu l'entends très bien. Et en fait, à chaque fois, il y a le gong et tu sais qu'il y a un truc qui arrive. Donc, pour se réveiller à 4 heures du matin, il y a un gong. Après, à 4h30, il y a un gong pour que tout le monde aille dans le hall de méditation. Et tu médites jusqu'à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, il y a un gong pour manger. Tu manges quoi? C'est très bien. C'est végétarien, mais très varié. Tout est préparé par des bénévoles. En fait, c'est les anciens étudiants. Donc, voilà, comme moi, j'ai fait une fois, maintenant, je peux venir servir, entre guillemets, et aussi méditer le soir. Et donc, tout est préparé par les bénévoles. C'est très bon. Tu as le droit de te servir autant que tu veux? Exactement. Et en fait, donc, tu manges en fait, à 6 heures, à 11 heures, et après, à 17 heures, tu as 2 fruits. Tu as un choix entre une banane, une pomme et un orange. Une orange. Donc, toute ta journée est réglée par les méditations, en fait. Donc, il y a en tout 10 ou 11 heures. Et le soir, il y a un discours de ce monsieur Goenka, qui est l'enseignant actuel de Vipassana, où on se retrouve, en fait, dans une salle. Il y avait 2 salles. Une salle pour regarder en anglais et une salle pour regarder en français. Regardez, c'est une vidéo. Exactement. En fait, une salle pour regarder en anglais, il y a une vidéo. Et une salle en français, c'est l'audio. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas français. Exactement. D'accord. Et donc, en fait, effectivement, si tu parlais anglais,
tu peux profiter, entre guillemets, d'un écran. soirée cinéma, en fait. Et donc ça, c'était un grand... Waouh, ça, j'attendais, c'était 19h et quelques, je pense, on va regarder un peu de téloge. Et t'as le droit de parler à tout le monde, tes copains et tout? Donc non, tu parles pas. Donc tu arrives et assez rapidement après la première méditation, tu parles plus pendant 10 jours. Donc tu recommences à parler le matin du 10e jour. Pas droit au livre, pas droit à l'activité physique. Au téléphone? Au téléphone, bien évidemment. Tu peux rien écrire. Voilà. Tu es là avec toi-même. Bon, tu es dans la nature, tu peux te promener. Il y a un bout de bois qui est pour les vipassanistes, on peut dire ça. T'as pas le droit de toucher les gens? Tu peux pas toucher les gens, tu peux pas regarder dans les yeux. Donc, tu es vraiment, entre guillemets, tout seul avec toi-même. Donc, pour parler, donc, tu peux voir les assistants enseignants. Donc, il y a Goenka, l'enseignant, et tous ceux qui encadrent les Vipassanas, c'est les assistants. Mais eux qui sont vrais. Oui, qui sont vrais. Goenka, il est pas là. Non, Oui. Goenka n'est pas là, il est décédé, donc on entend sa voix. Et donc, il y a les assistants, donc hommes pour les hommes et femmes, une femme pour les femmes. Et tu peux aller les voir chaque midi pour poser des questions. Ah, blablabla. Bla, bla, bla. Exactement. Mais en fait, après, tu peux pas blablabla, Ah. te dire, voilà. Et moi, je suis allée plusieurs fois. Donc déjà, en fait, on m'a convoquée, tu vois, ce que je disais, c'est assez sérieux parce que quand je suis arrivée, j'imagine que comme ils ont vu que j'ai dit que j'en suis psy, etc. Mais en fait, je veux juste voir un psy comme tout le monde pour se plaindre de problèmes des riches, en fait, tu vois, entre guillemets. Donc, on m'a tout de suite donné un rendez-vous. Donc, j'arrive quand tu déposes tes affaires, donc tes téléphones, etc. On dit, oui, madame, vous avez déjà un rendez-vous demain midi avec l'enseignant. T'étais contente là ou t'avais peur? J'étais contente. Ma copine, elle était jalouse. Elle dit, mais pourquoi toi? Enfin, moi, je dis, bah, attends, parce que t'as rien dit. Et en effet, donc, en fait, ça montre aussi comment ils suivent quand même les gens. Et je vois quand on médite, quand il fallait pas ouvrir les yeux, et quand j'ouvrais les yeux, je voyais qu'ils observent les gens. Par exemple, si tu viens pas à la méditation obligatoire, parce que dans la journée, il y a des méditations obligatoires dans le hall, ou il y a des méditations un peu libres, où tu peux être dans le hall ou chez toi, ou dans ta chambre, quoi. Et du coup, quand c'est des méditations obligatoires, si tu n'es pas là, ils vont aller te chercher, donc tu peux pas les rater. D'accord. Et en fait, le concept aussi que tu peux pas partir. Comment ça? Bah, si tu en peux plus. Bah, en fait, quand tu arrives, déjà, quand tu t'inscris, on te pose les questions plusieurs fois. Quand tu arrives déjà sur place, avant de commencer, on te pose les questions 3 fois. Laquelle question? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous savez à quoi s'attendre? Est-ce que vous voulez rester ou vous voulez partir? Bah, t'en sais rien, t'es pas encore arrivé. Oui, mais normalement, tu te renseignes quand même bien sur Vipassana. Et bon, sur le site, tout est clair. D'accord. Et après, tu n'arrives pas aussi sur place sans savoir vraiment où tu vas. Donc, tu te renseignes. Même si tu l'as pas fait, donc en fait. Exactement. Mais quand même, si jamais t'en peux plus, t'as le droit de partir. C'est pas une secte, c'est pas une prison. C'est pas une secte, d'ailleurs, c'est drôle. Ils disent ça. Goenka répète souvent ça. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas une secte. Exactement, ce n'est pas une secte, mais it's a universal truth. Oui, d'accord. C'est quoi la différence? Oui, c'est ça. Bon. Donc, mais même sur leur site, ils disent oui, c'est pas sectaire. Mais D'accord. Mais donc personne n'a abandonné. Donc, si. En fait, les gens abandonnent dans les premiers jours. Donc abandonner, ça veut dire quoi? Partir. Ah, donc ils ont le droit de partir finalement. Bon, et personne va te retenir. Personne va te retenir, mais ça se fait pas, entre guillemets. Et dans les au bout de combienième jour, ils partent? Les plus durs, il paraît que c'est jour 1, 2, 3, 4. Et là, les gens sont partis. Il y avait des gens qui sont partis. Tu les as vus, de plus être là? On a vu une fille. Il paraît que chez les garçons, il y avait aussi quelques personnes qui sont parties. Oui, il y a des gens qui partent, qui craquent. Et tu la vois partir avec son sac un peu, genre... Non, c'est vraiment étonnant parce qu'on ne l'a pas vu partir, en fait. Mais on a vu qu'elle n'est plus là. Elle n'était plus là. Et du coup, le fait d'en voir une partir, tu te dis, putain, bon, bah, c'est pas grave si je rate, en fait. En fait, moi, je suis arrivée là pour faire tout. Total. Oui, je peux pas partir. Et en fait, tu vois, on a eu de la chance, entre guillemets, d'être sélectionnés ensemble avec ma copine. Donc, en fait, on s'est dit, toutes les deux, on craque pas. Mais je pense que si moi, je craquais ou ma copine craquait, l'autre craquait aussi, en fait. Donc, oui, tu peux pas... tu peux partir. Personne va te retenir, mais le concept, c'est pas ça.
Je sais qu'il y a des gens, oui, il y a des gens qui partent, après qui retentent encore une fois. En fait, c'est quand même une expérience super dure. Voilà, pourquoi on part? On part parce que tout d'un coup, tu arrives d'une vie de tout le monde, là, à 100 à l'heure, où on ne s'arrête jamais, où on est toujours avec plein d'informations, plein de notifications, plein de stimulations. Et en fait, tout d'un coup, tu te retrouves face à toi-même. Et en fait, on ne prend jamais ce temps-là de se rencontrer soi-même. Ça sent un peu bidon, mais en fait, on reste jamais tout seul et on ne se connaît pas. Et c'est ça, par exemple, qui me faisait peur, que tout d'un coup, en fait, je vais me retrouver face à moi-même. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, du coup, ton cerveau, il est plus stimulé par les distractions, etc. Il commence à penser aux choses beaucoup plus profondes, blessantes, les traumatismes, les choses aussi peut-être sympas. Mais c'est une expérience très éprouvante, surtout parce que ça dure et c'est long, 10 jours. 10 jours. 10 jours, c'est long. Je me rappelle, là, au 7e jour, tu parles pas avec les gens, tu médites. Méditation, c'est super fatigant. Et en fait, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la méditation Vipassana. Donc, en fait, tu arrives, le premier jour, on te dit, bah là, aujourd'hui, pendant 11 heures, vous allez respirer par le nez et vous allez observer l'air dans vos narines. D'accord, déjà, il faut comprendre la phrase. Ouais. 11 heures. Pas la bouche. Pas la bouche. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais la bouche, rien. Tu rates l'exercice, quoi. Mais Non, bah non, non, rien va se passer. Oui. Hein. Mais en fait, le but, c'est de respirer par le nez et sentir l'air dans les narines. ça fait pas tourner la tête, ça? Non, parce que si tu, non, tu respires normalement. D'accord. Et donc, en fait, on est aussi habitué en Europe de méditer avec ces méditations guidées. Et là, en fait, non, il n'y a pas vraiment de voix qui te dit quoi faire. On te dit au début du l'heure comment faire. Après, on dit start again. Et tu start again pendant 1 heure. Et donc, les 3 premiers jours, donc le premier jour, tu respires par les narines et tu essaies de ressentir ce qui se passe. Le deuxième jour, je crois que il faut sentir les narines et tout ce qui se passe au-dessus de ta lèvre Supérieur. supérieure, Avec la bouche fermée. avec la bouche fermée, oui. Et donc, tu es dans des positions assises, donc tu as plein de coussins où tu peux bien t'installer, bien entre guillemets, hein, parce qu'en fait, T'es habillée comment? t'es pas très bien. Comme tu veux, mais voilà, des jogging. Ah, tout le monde n'a pas un outfit blanc. Non, il n'y a pas d'outfit, mais c'est écrit, oui, pas de leggings, pas de trucs pas d'habits près du corps. Et pas vraiment des choses Oui, qui pas des peuvent trucs avec des marques attirer- Vuitton, quoi. C'est ça, qui peuvent attirer de l'attention, etc. Donc, un peu tout le monde est habillé un peu n'importe quoi, confort, quoi. Et, du coup, tu es là, tout d'un coup, dans un calme absolu, à regarder, en fait, à observer l'air dans tes narines. Et alors, ça procure quoi, ça? Ça procure, tu te dis, bah, en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? En fait, les premiers jours, mais où est-ce que je me suis... Moi, j'étais là, et je me dis, attends, parce qu'on fait des expériences bizarres avec ma copine, mais je dis, là, on est allé vraiment trop loin. Là, on était vraiment trop Oui, loin. pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire, exactement. Et en fait, bah, après, tu commences à jouer le jeu, ok, d'accord, je vais respirer, je fais cette méditation. Et en fait, il y a plusieurs concepts qui sont expliqués. En fait, c'est des concepts qui sont très connus. Mais c'est la première fois de ma vie que, en fait, je l'expérimentais sur mon corps. Parce qu'en fait, la vérité est différente pour tout le monde. Et en fait, en fin de compte, ton corps, c'est la seule vérité pour toi. Et les sensations dans ton corps. Et en fait, il y a plusieurs concepts. Donc, tout passe. Donc, en fait, La douleur passe. la douleur passe. Et même les sentiments, les sensations agréables passent aussi. Et il ne faut pas s'attacher à ces sensations-là. Faut pas y penser quand ça arrive. Bah, non, en fait, il faut le voir, tu peux l'observer, mais avec le mot qu'il utilise, c'est l'équanimité. L'équanimité. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, moi aussi, j'ai appris ce mot-là. D'ailleurs, j'ai pris un rendez-vous avec l'assistant enseignant pour comprendre ce que c'est. Donc, en fait, ça arrive et c'est neutre. Et si tu as mal, et bon, bien sûr, quand tu médites pendant 11 heures, tu es assis, tu peux pas être allongé, hein. Tu es assis,
tu as mal. Et en fait, tu observes cette sensation et tu te dis, ça va passer. J'accueille cette douleur. J'accueille, oui, ou même, en fait, voilà, c'est comme ça va passer. Ou quand tu as des sensations agréables, par exemple, tu te dis, bon, c'est agréable quand même d'être là, bah, ça va passer aussi. Et en fait, ne pas s'attacher ni au mal, ni au bien. Pas de jugement. Pas de jugement. Et ça te donne énormément de liberté. Vraiment, comprendre que tout est neutre et tout passe. En fait, c'est des choses qu'on a déjà entendues, hein, mais ça, pour la première fois, tu les expérimentes sur ton corps. Et effectivement, et en fait, tu vois, au bout de quelques jours, donc évidemment, tout le monde avait mal au dos, mal là, mal ici. Et en fait, pendant l'heure en fait, qui passe, tu vois comment les sensations passent, se déplacent. Et quand tu t'attaches pas, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu crois que ça, c'est un concept de quand tu t'attaches pas aux autres, aux objets tu crois que c'est un... Après, c'est... oui, en fait, c'est aussi d'avoir une distance par rapport aux choses. Oui, ça arrive. C'est comme ça. Plus, moi, quand je suis arrivée chez Vipassana, bon, après, peut-être que c'est aussi un trait de caractère un peu russe, on est assez fataliste. Hein. Ça, voilà, c'est comme ça. Mais... et je sais que ça me fait du bien aussi, ce détachement. Et en fait, avec Vipassana, j'ai pu chercher encore plus de détachement par rapport à tout ça. Effectivement, en fait, comme tu dis, parfois, tu vois, tu me dis, c'est la catastrophe. Je vais te dire, OK, comment on veut résoudre ça? Et en fait, c'est beaucoup plus efficace que être en panique, être affecté, etc. C'est vrai que ça, t'as toujours été comme ça? Je pense. Mais en fait, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, en fait. Est-ce que c'est un mécanisme que j'ai développé parce que mes parents, ma mère, je ne sais pas quoi, un mécanisme de défense, mais aussi ça me ferme quand même des émotions, je pense. Oui, mais quand ça arrive souvent à la toile, je dis attends, ça va pas du tout, c'est des trucs débiles, hein. On a envoyé les mauvais mails à la mauvaise personne, comment on fait, mon Dieu, ça va foire toute l'activation. C'est vrai que là, au lieu de dire ah, catastrophe, c'est vrai que tu dis ok, on va trouver une solution, mais sauf que c'est pas une mauvaise chose, je pense, parce que t'es quand même pas en train de dire zut, tant pis. Tu dis ok, réfléchissons à comment réparer. Oui. T'es quand même toujours en action. Oui, complètement. Mais tu vois, ça veut dire qu'il y a des émotions, peut-être que je bloque. Oui, bien sûr. Et peut-être, tu vois, dans la vie perso, peut-être que, tu vois, ces émotions-là aussi, je connais pas certaines choses, peut-être. Et là, justement, Vipassana, t'as pas réussi à rentrer dans ce truc un peu émotionnel? Pour moi, c'était pas le but. En fait, aussi, quand les gens vont faire Vipassana, chacun a son objectif. Moi, mon objectif, c'était encore me dépasser. Relever le défi, mais aussi me forcer à me retrouver toute seule avec moi-même et voir, affronter en fait cette peur-là, parce que moi, j'avais vraiment peur de me retrouver avec moi-même. Oui, et quand tu dis seule, c'est... Par exemple, tu aurais pu le faire chez toi, mais être assise sur un canapé sans rien faire, sans musique, sans regarder, sans écran, sans téléphone, sans lire, et en fait, sans regarder quoi que ce soit parce qu'il y a un mur blanc, et ça, tu n'arrivais pas à le faire. Non, je vois pas. Même maintenant, je ne veux pas y arriver. Je vois pas. Même après Vipassana, tu n'y arrives pas? Non, parce que je pense que je gagne tellement plus en parlant avec les autres ou en apprenant des trucs, ou en lisant un livre, que je ne peux pas me forcer d'être juste toute seule. Bon, après, je fais des randos, donc tu vois, là, tu es quand même un peu toute seule. Mais ce qui change tout à Vipassana, c'est que tu ne parles pas. Tu parles pas aux autres. Tu ne lis pas. En fait, tu es vraiment que avec soi-même. Parce que dès que tu commences à parler avec les autres, on a expérimenté ça à la fin, le 10e jour, quand tu recommences à parler avec des gens, que tu commences à te comparer. Et hop, c'est reparti la spirale. C'est ça. Et en fait, même une discussion anodine, en fait, tu commences à dire, ah oui, mais est-ce que j'ai bien réagi? Il a dit ça, et pourquoi? En fait, on ne se rend même pas compte, en fait, mais après, on se rend compte, après avoir fait Vipassana, que quand on est vraiment toute seule, sans parler aux gens, sans être affecté aussi par les entre guillemets, les marques de différenciation, quelqu'un qui porte, je sais pas, un sac Gucci, l'autre, bon, en fait, on définit aussi les gens par ce qui leur apparat, comme vêtements, exactement, oui, par leur maquillage, etc. Là, tout le monde on est tous égaux. Et en fait, ça t'aide à être vraiment avec toi-même. Et c'est comme ça aussi que tu comprends pourquoi il faut
rien écrire sur le papier. Tu vois, tout ça, c'est interdit, donc tu peux pas écrire, tu peux pas lire. Et tu es tout seul avec toi-même. Et avec le temps aussi, en fait, ton esprit s'éclaircit de plus en plus. C'est-à-dire? En fait, là, donc on est tout le temps, en fait, Stimulé. stimulé. J'ai l'impression que notre cerveau, un peu, c'est une poubelle à stimulation, mais toutes les informations, tout ce que vous faites là sur Instagram, tous les news, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On n'a pas besoin de ça. On fait ça pour calmer nos angoisses, on comble des vides, etc. Et en fait, tu vois, si on est fatigué, parfois on dit, oh, je suis fatigué, je vais scroller. Ben non, si tu es fatigué, en fait, va dormir. Et là, au bout du 4e jour, en fait, donc 4 jours sans information, la seule chose que je voyais, c'est des gens qui marchaient, la nourriture, les gens dans le hall de méditation, mon lit, mes affaires. En fait, ton cerveau, c'est comme si, tu vois, comme un estomac vide, en fait, c'est une sensation de liberté. Et en fait, c'était aussi mon cerveau, il était libre, il n'était pas rempli des trucs pas nécessaires. Et ça m'a permis, en fait, d'aller très loin avec mon imagination, sur certains sujets, sur les problèmes dans ma vie que je ne savais pas du tout comment résoudre. Et en fait, mon cerveau était clair et il a pu imaginer des solutions possibles. Et ça, j'ai eu comme une révélation. En fait, ça m'a soulagée. En fait, jour 4, je me dis, bon, si je pars et c'est que ça que je prends, c'est déjà très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre le jour 4 et le jour 10? À quel point ça t'a changé? Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que tu as vu des trucs de ouf? Est-ce que tu as repensé à des traumas passés auxquels tu n'avais même pas pensé récemment? C'est très drôle parce que pour chaque personne, ça sera différent, en fait. Je sais que ma copine, elle était en colère. Elle m'a dit après, elle était en colère pendant tous les 10 jours parce qu'il y avait des trucs horribles qui étaient revenus, etc. Et moi, j'étais plutôt sereine. Et je cherchais cette clarté d'esprit et je la trouvais de plus en plus. Et tu vois, par exemple, moi, je rêve de faire du stand-up. Donc, en fait, quand je me promenais dans le bois, j'avais le temps à réfléchir aux blagues que je pouvais faire. Et tu vois, j'ai écrit des bonnes blagues? Je ne pouvais pas écrire. J'ai oublié, j'ai tout oublié. Je me disais à un moment, est-ce que je ne sais pas de noter sur des feuilles, etc. Non. Et en plus, c'est interdit de faire des œuvres d'art, en fait. Ah oui, tu peux rien créer. Parce qu'en fait, les gens, parfois, ils ramassent des feuilles, ils font des petits trucs avec des cailloux. Et bon, c'est interdit parce qu'effectivement, ça peut déranger l'expérience et déranger l'expérience des autres. Et en fait, on fait aussi des choses que on fait jamais, comme tu dis, tu vas regarder dans un mur, en fait. Mais là, donc pour toutes celles et ceux qui vont aller en France faire du Vipassana, vous allez avoir, il y a un banc face au champ. Okay. Et le banc, tu vois, il y a des chaises cheap dans des cafés. Et en fait, tu vois, en plastique blanc ou vert. Et là, c'est un banc 2 places face au champ. En fait, c'était the place to be quand on avait le temps libre pour se promener. Donc, quand il faisait beau, en fait, c'était la bagarre un peu pour qui prend... Et tu avais le droit de te mettre à côté de quelqu'un? En fait, oui. Et tu l'as fait? Oui. Et t'as parlé? Non. T'avais pas envie? Non. Ah ouais? Parce que tu veux pas... Oui, tu veux pas casser tout le truc. Tu veux pas casser le truc. Et en fait, donc, sur ce banc-là, en fait, donc, il faut savoir que il y avait certaines heures de méditation libre. Chez toi, donc parfois je dormais parce que tu es épuisé en fait. C'est super épuisant la méditation. Du premier jour au 10e jour, c'est fatigant. Donc parfois je dormais ou parfois je me promenais, il faisait beau, je me dis je ne veux pas rester à l'intérieur, je vais me promener, je vais méditer avec les nuages. Et donc là, je me rappelle, j'étais sur ce banc-là, j'étais ravie, il n'y avait personne. Et je regardais les nuages et en fait, tu fais jamais ça. Et je regardais les nuages pendant 30 minutes, je pense. Et en fait, aussi, chaque jour, j'avais l'impression que les couleurs que je voyais, c'était de plus en plus intenses. Le vert, elle était plus vert, le bleu était encore plus bleu, tu vois. Et je dis ça et j'ai rien fumé, hein, c'est juste, j'étais pas nourrie par les choses de l'extérieur. Et donc, je suis sur ce banc-là et je regarde
les nuages. Et en fait, à un moment, j'ai l'impression que le nuage, en fait, il descend sur moi. C'était bon. Et en fait, tu vois, je monte comme ça la tête. Et en fait, c'est un banc en plastique. Et tac. Et en fait, je tombe en arrière. Je me tape un fou rire de malade. Je me dis, j'espère que quelqu'un m'a vu parce que c'est vraiment un truc à voir. Et je me retourne et il y a une dame qui part comme ça. Et après, le jour 10, on en a parlé. Je dis, tu m'as vu? Je dis, oui, je t'ai vu, c'était trop drôle. Donc, et en fait, c'est... tous tes sens sont beaucoup plus sensibles à tout. Plus alerte. Plus alerte. Et en fait, tu vois, tu te promènes dans la même forêt chaque jour. Et chaque jour, tu vois d'autres choses. Et en fait, ça change tout le temps. Non, et c'est très bien. Pour répondre à ta question, est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un? J'ai parlé avec quelqu'un. Oh là là. Donc, en fait, c'était... je pense que c'était le jour 7. En fait, ça devenait vraiment compliqué. Parce que le jour 7, tu as dit... On a déjà fait plus que la moitié, mais en fait, il reste quand même 4 jours. Sur un jour 7, 8, 9, 10, et c'est long. Et tu pars le jour 11, en fait. Oui. C'est long. Et en fait, le jour 7, j'étais sur ce fameux banc, au moment quand tout le monde se promenait voilà, c'était le temps libre pour se promener, laver tes trucs, te reposer, etc. Laver tes trucs? Oui, parce qu'en fait... tu peux laver tes affaires. Ah, quand même, ça occupe ça. Ah, complètement. Ouais, c'est génial. Ouais, exactement. Ça occupe. Comme prendre une douche, tu vois, ma copine, elle s'amusait à prendre des douches tous les jours à 4 heures du matin. Je me disais, mais qui prend une douche à 4 heures du matin? Et à la fin, j'ai appris que c'était elle. Je me disais, mais qui prend une douche à 4 heures du matin? En plus, il faisait froid. Et donc, le 7e jour, j'étais là sur le banc. Et on se regardait, quand même, on se checkait avec ma copine. Eye contact, genre, ça va. Et là, le 7e jour, donc je suis sur le banc et bon, je regarde mes nuages. Et là, il y a ma copine qui arrive, qui s'assoit à côté. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois, on est comme dans un film d'espion, quoi. En fait, il ne faut pas qu'on voit qu'on parle. Et on est là, et elle me dit, tu sais, là, à droite, il y a un ver de terre qui mange une limace. Et il faut absolument que tu vois ça. Elle me dit ça, elle se lève, elle part. Donc moi, je commence à rigoler comme ça, mais je peux pas rigoler. Donc je suis voilà, je tremble et j'y vais. Et en fait, effectivement, il y avait une scène de nature complètement meurtrière. Et du coup, en fait, j'arrive et je vois qu'il y a en fait déjà quelqu'un accroupi qui regarde cette scène. Et en fait, c'était The Entertainment. The Entertainment de la semaine. Et alors, tu t'es dit quoi en voyant ça? Je me dis, je ne savais pas du tout que ça se passe comme ça. J'ai jamais vu des limaces et des vers communiquer et comment ils vivent ensemble. En fait, j'ai jamais vu ça. Je dis, c'est drôle, bah, tu vois, c'était drôle. Ça m'a amusé, ça m'a occupé. Parce qu'en fait, tu vois, les minutes sont longues quand tu es là-bas. Donc, c'est 10 minutes. Donc, tu as un peu triché, quoi. J'ai un peu triché. Tu t'en veux? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens à qui t'as parlé le 11e jour qui ont dit, et moi, ça m'a transformée, je suis plus la même chose? Il faut comprendre, tu vois, qu'il y a des anciens étudiants, des anciennes étudiantes, en fait. Et moi, je pensais que les gens font ça peut-être 1 ou 2 fois dans la vie. Mais en fait, il y avait plein de personnes, de femmes qui ont fait ça. C'était genre 7e Vipassana, 19e Vipassana. Donc, elles viennent tous les ans ou tous les 5 ans régulièrement. Et ils disent que à chaque fois, c'est différent. Et oui, après, ils ne vont pas vraiment partager avec toi ce que c'est. Mais même mes 2 copines qui ont, entre guillemets, m'ont recommandé Vipassana, oui, toutes les 2, ils ont dit ça change beaucoup de choses. Et en fait, c'est vrai, ça change beaucoup de choses. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à des changements drastiques. Mais c'est quand même... ce que moi, j'ai retenu, c'est encore plus d'apaisement d'esprit, encore plus de cette confiance profonde en moi. Tu vois que moi, j'ai moi, en fait. Et je n'ai pas peur d'être toute seule. Tu n'as plus peur? J'ai plus peur d'être toute seule. C'est pas horrible et je vais m'en sortir. Et ce rappel-là qu'en fait, tout passe. Il ne faut pas vraiment s'attacher et ça rend la vie beaucoup plus facile. Oui, j'imagine que quand tu as des deuils, des ruptures, ça doit faire du bien, ça. Oui, complètement. Ça passe, en fait. Complètement. Ça, et surtout, on répète ça tout le temps et je ne sais pas comment faire ça, mais qu'il faut essayer de profiter du moment présent,
de vivre maintenant, ne pas s'angoisser sur le futur, ne pas penser tout le temps au passé et prendre la vie comme elle est sans se prendre la tête. Et ouais, je dis tout ça, est-ce que j'y arrive? Non. Alors, est-ce que t'es changé aujourd'hui un peu? Parce que moi, j'avais peur. Donc, quand tu m'as dit je pars 10 jours faire Vipassana, j'ai regardé, tu m'as expliqué, j'étais oh my god, elle va revenir, elle va dire je repars. Parce que tu fais quand même du gros, on est dans la performance, faire plus de clients, toujours plus. Enfin, c'est quand même un truc qui est l'opposé du Vipassana. Et en fait, t'es revenu, je t'ai pas trouvé tellement changé, peut-être un peu plus. En même temps, je te connais mieux maintenant, mais peut-être un peu plus apaisé. Tu vois, il y a un truc un peu. C'est ça, moi je pense que ça m'a donné ça. Ouais. Apaisé. Tu vois, j'ai 2 enfants et c'est pas facile la vie de famille. Bon, en fait, faire vie pro, l'équilibre, la vie pro, la vie perso. Ça m'a donné aussi de l'apaisement par rapport à ça. Ouais, je pense qu'il y a eu un peu plus de recul. Ce qui est marrant, que les gens ils disent qu'ils ont peur de revenir à la vie normale après Vipassana. Oui. Moi, pas du tout. T'es contente de retrouver ton téléphone? Le téléphone, vraiment, bof. Mais encore, en fait, c'était un bon test parce que donc j'ouvre mon téléphone. Bon, en fait, je voulais juste... en fait, j'ai bloqué toutes les notifs. J'ai juste ouvert WhatsApp pour écrire à mon mari et appeler mes enfants. Et moi, j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours que je dois vraiment savoir? Et en fait, il dit, tu veux vraiment savoir? Et moi, je dis oui. Et en fait, elle m'a envoyé 2 trucs. Et j'aurais vraiment, en fait, pu vivre sans ces trucs-là. C'était des trucs d'actualité, bon, assez bof. Bon, que ça nous touche un peu, mais bon, j'aurais pu m'en passer. Tu t'en es passé puisque tu l'as pas vu pendant 10 jours. Complètement. Donc, et en fait, tu vois aussi, il y a énormément d'infos, des chaînes d'infos. Tu vois, on veut toujours être au courant de ce qui se passe. En fait, ce qu'on a vraiment besoin, bon, peut-être les infos économiques, etc., mais bon, en fait, aussi, je pense que c'est peut-être un peu avant, mais aussi après les Vipassana, c'est beaucoup plus drastique. Je lis presque plus de news, mais en fait, tu te rends compte que tu es informé des news. En fait, les autres, bien sûr. c'est ça. Les autres vont te dire. S'il y a quelque chose qui se passe, les autres vont te dire. Et tous les faits divers, mais est-ce qu'il y en a besoin de savoir? Non. Alors moi, j'ai quand même lu que ça pouvait être très dangereux, puisque ton cerveau part un peu et donc tu fais de la sorte de déréalisation, là je sais pas comment on dit, où en gros tu sais plus trop si tu es dans la réalité ou pas et tu peux décompenser, je sais pas comment on dit. Mais... Oui, j'imagine que c'est pour ça qu'ils vérifient bien en fait ton état émotionnel et psychologique. Et donc moi en fait déjà je veux dire, je vais conseiller à personne de faire Vipassana. Ah. En fait ça doit être une décision vraiment personnelle parce que c'est super dur. En fait, je discutais il y a le week-end dernier avec une personne qui a fait Vipassana 3 fois et cette personne elle fait aussi des défis comme monter l'Everest, Himalaya, etc. Il a fait d'autres retraites des jeunes, etc. Il a dit Vipassana c'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Donc c'est quand même super dur. Moi je pense que ce qui m'a aidé aussi c'est d'être avec ma copine. Parce que vous êtes 2 dans l'aventure. Mais je pense qu'effectivement, si ça va pas mentalement, psychologiquement, si vous n'êtes pas dans une good place dans votre vie, il faut faire attention. Et le manque de câlin? J'avais peur de ressentir ça parce que une des copines qu'elle a fait avant, le jour 3, elle est allée voir l'enseignant et elle a pleuré. Elle dit, s'il vous plaît, prenez-moi dans les bras. Il a dit, je peux pas. Je peux pas. Tu vas t'en sortir toi-même. Et elle s'en est sortie, elle a fini? Elle est sortie, elle est finie, elle a refait une 2e fois après. Ah oui. Mais moi, ça m'a vraiment pas touchée. Et c'était marrant parce que parfois, bon, j'étais là dans mon lit, il fallait s'occuper pendant le temps de méditation libre. Et je repensais à mes enfants. Et en fait, tu vois, comme on dit ça toujours, hein, les neurosciences, etc., que les choses qu'on imagine, en fait, notre corps ressent. Et j'imaginais les câlins de mes enfants et je sentais comment je me remplissais de dopamine. Et c'était très, très étonnant. Donc voilà, je fais des expériences comme ça, on s'amuse comme on peut. Est-ce que ton corps a changé?
Mon corps a changé. Je pense que j'ai perdu du poids parce que tu manges quand même moins. Et quand même, la méditation, c'est très physique. Et comme tu as l'impression avec la méditation de ne rien faire pendant la journée, en fait, tu marches beaucoup quand même. Encore une fois, ma copine, elle faisait ses 10 000 pas tous les jours sans vraiment le voir. Oui. Et du coup, j'ai perdu du poids. Et ce qui est un peu désespérant, que quand j'ai revu, je me rappelle, j'avais un rendez-vous avec une copine après Vipassana, quelques jours après, et je viens au déj, elle dit « Oh, ça va, t'as pas trop perdu. Donc, en fait, que pour les femmes, C'est limite pour ça qu'elles y vont. je viens de passer 10 jours, une expérience extraordinaire, sans parler, à méditer, à apprendre de nouvelles choses, etc. Et en fait, tout ce qu'on veut de savoir, c'est est-ce que j'ai maigri ou pas. C'est ouf. C'est ouf. C'est donc que Club Mojo fait bien d'exister. Exactement. Emmanuel a une question. Je sais que c'est une expérience genre once in a lifetime, mais est-ce que si t'étais amené à le refaire, si t'avais l'occasion, est-ce que tu penses que tu le referais? Est-ce que tu penses que ce serait la même chose pour toi? Une très bonne question. En fait, le jour 10, quand on a pu officiellement parler avec ma copine, on s'est dit, mais jamais de la vie, mais les gens qui nous ont conseillé ça, ils sont fous. Mais est-ce que ce sont vraiment nos copines, en fait, ou ils sont complètement perchés? On s'est dit, mais jamais, jamais, jamais. Et là, maintenant, j'ai envie de revivre ça. En fait, parce que je sais que c'est un cocon. En fait, tu es nourri, logé. Donc, c'est à la donation. Donc, en fait, tu vis parce que les autres ont payé. Et donc, après, tu fais aussi ta donation et tu peux ne pas le faire. Il y en a qui donnent, ça va de combien à combien, tu sais? Je pense que déjà, pour couvrir en fait tous les frais, et il faut donner 240 €. Ok. Et après, c'est défiscalisé parce que c'est une association. Donc, en fait, tu vois, c'est D'accord. moins 66%, etc., Ok. je crois. Et oui, il y a des gens qui font des dons. Genre de 10 000? Bon, j'imagine qu'il y a les gens qui donnent ça. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, des CEO des boîtes qui vont faire ça. Donc, J'ai pas fait du business là-bas? non. Non. Je pensais que tu allais me revenir avec 2-3 contrats, pas du tout. Hein. Non, mais la prochaine fois. Merci Olga. Merci Pénélope. C'était un plaisir. Je ne sais pas si j'ai envie de faire Vipassana maintenant. Mais en même temps, c'est tentant. Et parce que c'est quelque part un luxe de se retrouver seul à rien faire pendant 10 jours. Complètement. C'est plus un luxe de faire ça, je pense, que d'aller aux Maldives sur une plage. Complètement. Parce que ce sont des choses, on ne peut jamais le faire, en fait. Ouais, juste, ça t'a pris combien de temps pour reprendre tes habitudes? 2 secondes. Alors, en fait, et ça c'est très marrant. Moi, je me suis dit, c'est un signe d'univers. En fait, je sors du Vipassana, j'ouvre à Montel, je vois sur Instagram qu'une copine indienne, donc c'est quand même, ça vient d'Inde, Vipassana, une copine indienne avec qui j'étais à chasser ensemble, que j'adore, Anania, elle est à Paris, le jour du sortie de Vipassana. Alors qu'elle n'est jamais à Paris. Elle n'est jamais à Paris. J'ai écrit, attends, t'es à Paris, mais it's an Indian sign. Et on est allé boire des margaritas le soir même. Oui, donc tout de suite en fait. Tout de suite. Sure. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde comme ça. Il y a des gens qui disent vraiment qu'il faut faire attention, que en fait ça fait un choc de se retrouver Oui. à nouveau dans la vraie vie. Moi, ça m'a pas du tout fait ça. Et revoir ton mari et tes enfants, ça t'a fait plaisir, bof Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Mais pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez manqué, quoi. Non, mais mais en fait, c'est marrant aussi parce que c'est les angoisses ça qui parlent. En fait, aussi quand tu te dis, en fait, je pense que les femmes se disent, je peux pas partir du jour, mais comment mon mari va gérer? Et s'il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu crois que lui, il dirait comment ma femme va gérer ou pas? Ah non, bien sûr que non. S'il a des doutes sur mes capacités tout court, mais non, il va pas se dire ça. Mais en fait, je veux passer un message aux femmes, s'il vous plaît, vos hommes ou vos femmes, vos partenaires, merci, peuvent gérer. La vie continue sans vous. En fait, ça aussi, c'est un peu frustrant parce qu'en fait, tu as passé 12 jours, 10 jours sans connexion et en fait, la vie a continué, le boulot continue, tu vois, même pour toi, ça doit être rassurant que, voilà, ça va. Hein. Les enfants sont vivants. Juste la seule chose que ma fille, elle a des longs cheveux et c'était des dreads, presque des dreads. Parce qu'on ne s'était pas occupé d'elle. En fait, parce que si il s'occupait très bien d'elle, mais mon mari n'aime pas brosser les cheveux parce que ça fait mal à ma fille, donc il ne veut pas faire mal à ma fille. Et donc parfois, il avait des dreads. Et donc, on a un peu démêlé les dreads. Moi, je dis, Julie, tu as des dreads. Elle dit, c'est quoi les dreads? Enfin, je lui ai montré. Donc, voilà. Mais vraiment, c'est...
En fait, d'un côté, c'est frustrant de dire en fait le monde continue sans moi, mais aussi c'est un libérateur. Voilà. Vous pouvez partir du jour, disparaître à moi et la va vie bien va se passer. continuer. Voilà. Merci Olga. Merci Pénélope. Très bien. Parfait. On Alors coupe Très bien. Intéressant. Ouais, hyper intéressant.